Bonjour à tous et bienvenue sur Lionel James, la chaîne qui vous accompagne dans la maîtrise du commerce international, des incoterms, de la logistique internationale, des techniques douanières, du transport, de la finance internationale et de tous les sujets indispensables pour réussir vos études ou votre carrière. Imaginez une situation très simple. Vous êtes une entreprise marocaine. Vous venez de commander pour plusieurs centaines de milliers de dirhams de marchandises auprès d'un fournisseur situé en Chine. Une question essentielle se pose immédiatement. Qui doit prendre le risque? L'importateur doit-il payer avant de recevoir la marchandise? Ou bien l'exportateur doit-il expédier les marchandises avant d'être payé? C'est ainsi que naît l'un des plus grands défis du commerce international, le manque de confiance entre deux entreprises qui ne se connaissent pas, qui sont situées dans deux pays différents, avec des législations différentes, des langues différentes, et parfois des milliers de kilomètres de distance à parcourir. Pour résoudre ce problème, les banques ont développé un mécanisme devenu la référence mondiale, le crédit documentaire, souvent appelé CREDOC, lettre de crédit, ou accréditif des fois. Aujourd'hui, nous allons comprendre ensemble ce que c'est réellement un crédit documentaire. Pourquoi est-il considéré comme l'un des paiements les plus sécurisés au monde? Qui sont les acteurs qui interviennent? Comment fonctionne-t-il étape par étape? Et quels sont ses avantages, ses limites et les erreurs à éviter? À la fin de cette vidéo, vous serez capable d'expliquer le fonctionnement d'un crédit documentaire comme un professionnel. Alors, installez-vous confortablement, prenez de quoi noter et c'est parti. Avant même de commencer, pensez à soutenir la chaîne, laissez un like. Dites-moi dans le commentaire de quel pays vous nous regardez. Et surtout, abonnez-vous à Lionel James en activant la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos formations gratuites sur le commerce international. Pourquoi le crédit documentaire est-il indispensable? Avant même de parler de définition, il est important de comprendre le problème que ce mécanisme cherche à résoudre. Imaginons un exportateur français qui vend des équipements industriels à une société installée au Maroc. Le vendeur se pose naturellement plusieurs questions. Est-ce que l'acheteur va réellement payer? Est-ce que son pays autorisera le transfert des fonds? Est-ce que la banque de l'acheteur est fiable? De son côté, l'importateur marocain s'interroge également. Vais-je recevoir exactement les marchandises commandées? Les produits seront-ils expédiés dans les délais? Le fournisseur respectera-t-il les clauses du contrat? Vous constatez que les deux parties prennent un risque. Si l'acheteur paye d'avance, il craint de ne jamais recevoir sa commande. Si le vendeur expédie avant d'être payé, il craint de ne jamais encaisser le prix convenu. Le crédit documentaire constitue précisément une réponse à cette double préoccupation. Il crée un cadre où les banques jouent un rôle d'intermédiaire et sécurisent l'opération sous réserve que les documents exigés soient conformes. Sans trop tergiverser, passons directement à la définition. Définition du crédit documentaire. Le crédit documentaire est un engagement pris par une banque à la demande de son client, un importateur, de payer un exportateur à condition que celui-ci présente, dans les délais prévus, les documents conformes aux exigences du crédit documentaire. Retenez cette idée fondamentale. La banque ne paye pas parce que les marchandises sont arrivées. La banque paye parce que les documents sont conformes. C'est une nuance essentielle. En commerce international, on dit souvent que les banques traitent des documents et non des marchandises. Cela signifie que même si la qualité des marchandises fait l'objet de litiges, la banque examinera d'abord les documents prévus par le crédit documentaire. Si ces documents répondent aux conditions fixées, elle exécutera son engagement selon les règles applicables. Décryptons la définition mot par mot. Pour bien comprendre le crédit documentaire, analysons
ses principaux éléments. Donc nous avons tout d'abord une banque qui s'engage. Le mot engagement est essentiel. Une banque qui s'engage, le mot engagement est essentiel. Contrairement à un simple virement bancaire, la banque prend ici un engagement défini dans le cadre du crédit documentaire. Cet engagement renforce la sécurité de la transaction pour les parties concernées sous réserve du respect des conditions documentaires. Deuxième élément, à la demande du client, c'est-à-dire l'importateur. La banque n'agit pas de sa propre initiative. Elle agit uniquement parce que son client importateur lui demande d'ouvrir le crédit documentaire. Donc l'importateur reste donc à l'origine de toute l'opération. 3. En faveur de qui? En faveur de l'exportateur, le bénéficiaire. Le crédit documentaire est toujours... Le bénéficiaire du crédit documentaire est toujours le vendeur. C'est lui qui pourra obtenir le paiement après avoir présenté le document conforme. 4. Contre quoi? Contre présentation des documents. C'est probablement la phase la plus importante de toute la vidéo. La banque ne demande pas d'ouvrir des conteneurs, d'inspecter physiquement les marchandises, de vérifier la qualité réelle des produits. Elle vérifie les documents prévus par le crédit documentaire. Si les documents sont conformes aux conditions convenues, le paiement est réalisé conformément aux modalités du crédit. Alors, quelles sont les règles du crédit documentaire? Le crédit documentaire n'est pas improvisé. Il est encadré par des règles internationales élaborées par la Chambre de commerce internationale et connu sous le nom de RUE 600. Règles et usances uniformes, largement utilisées dans les opérations de crédit documentaire à travers le monde. Pourquoi est-ce important? Parce qu'une entreprise marocaine, une banque allemande, un exportateur japonais peuvent ainsi s'appuyer sur un ensemble de règles communes pour interpréter le crédit documentaire. Alors, quels sont les différents intervenants? Les différents intervenants du crédit documentaire sont 1. Le donneur d'ordre, c'est-à-dire l'importateur. C'est lui-même l'acheteur. C'est lui qui donne l'ordre à sa banque d'ouvrir un crédit documentaire au profit de son bénéficiaire, c'est-à-dire l'exportateur. Il fournit les instructions, le montant, les documents exigés, les délais de validité, le mode de paiement, etc. Sans cette demande, le crédit documentaire n'existe pas. 2. La banque émettrice. La banque émettrice, il s'agit de la banque de l'importateur. Elle reçoit les instructions de son client et ouvre le crédit documentaire selon les conditions convenues. Son rôle est déterminant car c'est elle qui émet le crédit documentaire. 3. La banque notificatrice. Cette banque est généralement située dans le pays de l'exportateur. Elle reçoit le crédit documentaire et informe officiellement le bénéficiaire, c'est-à-dire le vendeur, de son ouverture, sans nécessairement prendre d'engagement de paiement. La banque confirmatrice. Dans certains cas, la banque confirmatrice accepte également d'ajouter de sa propre garantie de paiement. On parle alors de banque confirmatrice. Cette confirmation apporte une sécurité supplémentaire aux bénéficiaires lorsque les deux parties, le jugent nécessaire. 5. Le bénéficiaire. Le bénéficiaire est lui-même le vendeur ou bien l'exportateur, celui qui expédie les marchandises et présente les documents exigés pour obtenir le paiement prévu par le crédit documentaire. Maintenant que nous avons compris pourquoi le crédit documentaire existe, ce que signifie réellement et qui sont ses principaux acteurs, une question demeure. Comment se déroule concrètement une opération de crédit documentaire de la signature du contrat
jusqu'au paiement final. C'est précisément ce que nous allons découvrir dans une deuxième partie, où nous suivrons un exemple complet, étape par étape, afin de visualiser le cheminement des marchandises, des documents et du paiement. Maintenant que vous connaissez les acteurs du crédit documentaire, une question essentielle se pose. Comment une opération de crédit documentaire se déroule-t-elle concrètement? Rassurez-vous, à la fin de cette partie, vous serez capable d'expliquer tout le processus à n'importe qui. Pour rendre cela très simple, nous allons suivre un exemple réel. Imaginons qu'une entreprise marocaine, Atlas Import, souhaite acheter des machines industrielles auprès d'un fabricant chinois, Shanghai Machinery. Le montant de cette transaction est de 250 000 euros. Le fournisseur chinois refuse d'expédier les machines sans garantie de paiement. De son côté, Atlas Import refuse de payer avant l'expédition. Comment on résout ce problème? Grâce au crédit documentaire, voyons maintenant les différentes étapes. Signature du contrat. Le contrat commercial. Tout commence par la signature d'un contrat de vente. Les deux parties négocient notamment, dans le contrat commercial bien sûr, la nature de la marchandise, les quantités, les prix, l'incoterm est applicable, le délai de livraison, les documents à fournir et le mode de paiement utilisé. Dans notre exemple, les parties conviennent d'un paiement par crédit documentaire. Pourquoi? Parce qu'aucune des deux parties ne souhaite prendre le risque de faire confiance aveuglément à l'autre. Le crédit documentaire devient alors une garantie mutuelle. Étape 2. Demande d'ouverture du crédit. Une fois le contrat est signé, l'importateur se rend dans sa banque. Il se rend dans sa banque et il demande officiellement: je souhaite ouvrir un crédit documentaire en faveur de mon fournisseur chinois. Qu'est-ce qu'elle fait la banque? La banque émettrice, elle vérifie plusieurs éléments. La solvabilité de son client, son historique bancaire, éventuellement les garanties demandées. Ce n'est qu'après avoir vérifié tout cela que la banque accepte d'émettre le crédit documentaire. Voici quelques conseils de notre chaîne, Liner Gems. Beaucoup d'étudiants pensent que la banque ouvre automatiquement un crédit documentaire. C'est faux. La banque analyse d'abord le risque. Elle peut demander un dépôt de garantie, une ligne de crédit, ou refuser si elle estime que le risque est trop élevé. Étape 3. Ouverture du crédit documentaire, toujours au niveau de la banque émettrice. La banque de l'importateur, émettrice, prépare ensuite le crédit documentaire. Ce document précise notamment le montant, la devise, la date d'expédition, les documents exigés, le port d'embarquement, le port de destination, le mode de paiement utilisé, les délais de présentation des documents. Autrement dit, il s'agit des règles du jeu que l'exportateur devrait respecter pour être payé. Étape 4. Notification du vendeur ou bien au vendeur. La banque correspondante, c'est-à-dire la banque notificatrice, en Chine, reçoit le crédit documentaire. Elle contacte immédiatement le fournisseur et lui annonce: votre client marocain vient d'ouvrir, elle contacte son bénéficiaire, c'est-à-dire l'exportateur. Votre client marocain vient d'ouvrir un crédit documentaire en votre faveur. À partir de ce moment-là, l'exportateur peut vérifier toutes les conditions. C'est une étape cruciale. Pourquoi? Parce que si une condition est impossible à respecter, il faut demander une modification avant toute expédition. Erreur fréquente à éviter. Certains exportateurs expédient les marchandises sans avoir lu attentivement le crédit documentaire. Quelques semaines plus tard, ils découvrent qu'un document obligatoire manque. Conséquence, paiement retardé, ou pire, paiement refusé. Étape 5. Fabrication et préparation des marchandises. Une fois le crédit documentaire accepté, le vendeur lance la fabrication ou prépare les produits. Il réserve le transport, il organise le chargement,
Il prépare les documents. Et c'est ici que commence réellement la phase logistique. Étape 6. La marchandise quitte le port de Shanghai. Elle s'en chargeait à bord d'un navire. Le transport maritime remet ensuite un document extrêmement important, le connaissement, le Bill of Lading. Ce document prouve notamment que les marchandises ont été bien embarquées. Selon la nature de la transaction, d'autres documents seront également préparés. Les principaux documents, la banque, ou bien les banques, examinent les documents, pas les marchandises elles-mêmes. Parmi les plus courants, on retrouve la facture commerciale. Elle indique le vendeur, l'acheteur, la description de la marchandise, le prix, la devise et les conditions de vente. Le connaissement maritime. C'est un document émis par le transporteur maritime. Il confirme que les marchandises ont été embarquées. Elle permet également au destinateur de retirer la marchandise à l'arrivée. La liste de colisage, elle détaille le nombre de colis, leur contenu, le poids et les dimensions. Elle facilite les contrôles des douaniers et de la logistique. Le certificat d'origine. Il indique le pays d'origine des marchandises. Ce document peut être indispensable pour bénéficier d'un accord commercial préférentiel ou satisfaire aux exigences douanières. Le certificat ou la police d'assurance. Lorsque l'Incoterm prévoit une assurance à la charge du vendeur, par exemple sous certaines conditions, un document d'assurance peut être exigé. Les certificats spécifiques. Selon les produits, on peut également demander un certificat phytosanitaire, un certificat sanitaire, un certificat de qualité ou un certificat d'inspection. Chaque crédit documentaire précise le document à présenter. Étape 7. Présentation des documents. Après l'expédition, le vendeur rassemble tous les documents exigés et les remet à sa banque. La banque procède alors à une vérification minutieuse. Chaque détail compte. Une date, une faute dans un an, une quantité différente, un numéro incorrect. Une simple divergence peut entraîner une réserve ou nécessiter l'accord de l'importateur avant le paiement. C'est pourquoi la préparation documentaire est si importante. Alors voici quelques astuces de Lion James. En pratique, une très grande partie des irrégularités constatées dans les crédits documentaires provient d'erreurs documentaires. Dates incohérentes, descriptions différentes d'un document à l'autre, signatures manquantes, erreurs de numéros. D'où l'importance d'un contrôle rigoureux avant la présentation des documents. Étape 8. Si les documents sont conformes aux conditions du crédit documentaire, le paiement est effectué selon les modalités prévues. Paiement à vœu, différé, acceptation ou négociation. La banque transmet ensuite les documents à la banque émettrice qui les remet à l'importateur afin qu'il puisse accomplir les formalités nécessaires pour la réception de la marchandise. Nous savons maintenant comment fonctionne un crédit documentaire, du début jusqu'au paiement. Mais une autre question se pose. Existe-t-il plusieurs types de crédits documentaires? La réponse est oui. Et certains offrent beaucoup plus de sécurité que d'autres. C'est précisément ce que nous allons découvrir dans une troisième partie, où nous verrons les différents types de crédits documentaires, les crédits documentaires spécifiques, leurs avantages et leurs limites, les erreurs les plus fréquentes, et une conclusion percutante. Nous savons maintenant comment fonctionne un crédit documentaire. Mais vous savez qu'il existe plusieurs catégories de crédits documentaires. Surtout, lequel offre une meilleure sécurité à l'exportateur. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. 1. Le crédit documentaire irrévocable. Le premier type de crédit documentaire irrévocable, aujourd'hui, c'est la forme la plus utilisée dans le commerce international. Que signifie le terme irrévocable?
Cela signifie que le crédit documentaire ne peut être modifié ou annulé unilatéralement. D'un seul côté, toute modification nécessite l'accord des deux parties. Prenons un exemple. Une entreprise marocaine ouvre un crédit documentaire en faveur d'un fournisseur turc. Une semaine plus tard, le marché évolue, l'importateur souhaite réduire le montant de la commande. Peut-il modifier seul le crédit documentaire? La réponse est non. Le fournisseur doit accepter cette modification. C'est cette stabilité qui rassure les exportateurs. Deuxième type, le crédit documentaire irrévocable et confirmé. Il existe un niveau de sécurité encore plus élevé. Le crédit documentaire irrévocable et confirmé. Dans cette configuration, une seconde banque, appelée banque confirmatrice, ajoute son propre engagement de paiement au crédit documentaire. Pourquoi est-ce utile? Imaginons qu'un exportateur vend des marchandises à destination d'un pays traversant une crise politique ou économique. Même si la banque émettrice rencontre des difficultés ou si les restrictions de transfert apparaissent, la banque confirmatrice s'est engagée selon les termes de la confirmation. Pour un exportateur, c'est un niveau de sécurité très élevé. Mode de réalisation. Les crédits documentaires peuvent être utilisés de différentes manières. Le paiement à vœu. Premier mode, c'est le paiement à vœu. C'est le mode le plus simple et le plus souple. Dès que le document conforme sont présentés et acceptés, le paiement intervient selon les conditions du crédit. C'est la formule privilégiée lorsque le vendeur souhaite être payé rapidement. Le paiement différé. Ici, le vendeur accepte d'attendre un certain délai avant d'être payé. Par exemple, paiement 30 jours, 60 jours, 90 jours ou davantage selon les accords commerciaux. Cette solution facilite souvent la trésorerie de l'importateur. Paiement par acceptation. Dans ce cas, un effet de commerce est accepté conformément aux modalités prévues. L'exportateur dispose ainsi d'un engagement de paiement à l'échéance prévue. La négociation, 4. Certaines banques peuvent négocier les documents conformes et avancer les fonds à l'exportateur selon les conditions prévues par le crédit documentaire. Les crédits documentaires spécifiques. Le commerce international est très varié. C'est pourquoi plusieurs formes particulières de crédit documentaire existent. On a tout d'abord le crédit Red Close. Il permet au vendeur de recevoir une avance avant même l'expédition de marchandises. Cette avance facilite le financement de la production ou des achats nécessaires. Le crédit revolving. Imaginez qu'une entreprise marocaine commande chaque mois les mêmes produits. Au lieu d'ouvrir un nouveau crédit documentaire à chaque livraison, le montant peut se reconstituer automatiquement selon les conditions prévues. Ce mécanisme simplifie les opérations répétitives. Le crédit transférable. Il est utilisé par les sociétés de négoce. Le premier bénéficiaire peut demander le transfert du crédit en faveur d'un fournisseur selon les règles applicables. Cela évite d'immobiliser des ressources importantes tout en sécurisant les différents intervenants. Le crédit back-to-back. Ces techniques reposent sur deux crédits documentaires distincts. Le premier sert de base à l'ouverture d'un second crédit en faveur du fournisseur réel. Cette solution est fréquente lorsque le vendeur agit comme intermédiaire commercial. Alors, quels sont les avantages du crédit documentaire? Pourquoi le crédit documentaire est-il autant utilisé? Tout simplement parce qu'il apporte des bénéfices à toutes les parties. Pour l'exportateur, une meilleure sécurité de paiement, un risque commercial réduit lorsque les conditions sont remplies, une meilleure crédibilité auprès de ses partenaires. Pour l'importateur, le paiement est conditionné par la présentation des documents prévus, une meilleure maîtrise de l'opération commerciale, un cadre documentaire clairement défini. Pour les banques,
Le crédit documentaire renforce le contrôle et le rôle d'intermédiaire dans les échanges internationaux et permet d'ouvrir des services spécialisés à leurs clients. Quelles sont alors les limites du crédit documentaire? Malgré ses nombreux avantages, le crédit documentaire n'est pas parfait. Il faut connaître ses limites. Première limite, la complexité. Un crédit documentaire exige une grande rigueur. Une erreur documentaire peut retarder l'opération. Deuxième limite, le coût. Les commissions bancaires sont souvent plus élevées que pour un simple virement. Troisième limite, la gestion des documents. Le crédit documentaire repose sur des documents. Il ne garantit pas à lui seul que les marchandises correspondent exactement aux attentes de l'acheteur. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes à éviter? Voici les erreurs que n'importe quel importateur ou exportateur pourrait rencontrer le plus souvent, ou bien que je rencontre moi-même chez certains étudiants et les jeunes professionnels. Confondre la banque émettrice avec la banque notificatrice. Croire que la banque vérifie physiquement les documents. Penser que tous les crédits documentaires sont confirmés. Oublier les délais de présentation des documents. Présenter des documents incohérents. Négliger les exigences du crédit documentaire. Ignorer les règles internationales applicables. Retenez cette phrase. Dans le crédit documentaire, la qualité des documents est aussi importante que la qualité de la marchandise. Pour conclure, nous arrivons au terme de cette formation. Vous avez découvert pourquoi le crédit documentaire est indispensable dans le commerce international. Les rôles de chaque intervenant. Le fonctionnement complet, étape par étape, les différents types de crédit documentaire, les formes particulières comme Red Close, Revolving, transférable, back-to-back, les avantages et les limites et les erreurs les plus fréquentes. Le crédit documentaire est bien qu'un simple moyen de paiement. C'est un outil de confiance, un instrument de sécurisation des échanges et un pilier de la finance du commerce international. Que vous soyez étudiant, enseignant, importateur, exportateur, professionnel de logistique, sa maîtrise constitue un véritable atout. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le crédit documentaire, montrez votre soutien à Liner Terms. Laissez un like pour encourager la création de nouvelles formations. Écrivez en commentaire j'ai compris le crédit documentaire ou posez-vous des questions, j'y répondrai avec plaisir. Partagez cette vidéo avec vos collègues, vos camarades de classe ou toute personne intéressée par le commerce international. Enfin, abonnez-vous à Liner Terms, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur les Incoterms 2020, les garanties bancaires, les remises documentaires, le transport international, les douanes, la finance internationale. Merci de votre fidélité, prenez soin de vous et à très bientôt sur Liner Terms, la chaîne qui transforme le commerce international en un savoir accessible à tous.